Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. On se retrouve pour un nouveau numéro d'On s'autorise à penser. Aujourd'hui, on parle de Luigi Mangione, un employé devenu figure populaire après avoir commis un acte meurtrier. Mais pourquoi cet homme, loin d'être un héros traditionnel, a-t-il cristallisé autant de sympathie ? Dans Saint Luigi, Nicolas Framont ne se contente pas de raconter une histoire, il nous tend un miroir brutal, le miroir d'un système où l'on peut donner la mort par PowerPoint, où des consultants comme McKinsey étouffent des scandales, où la fortune d'un PDG se construit sur la misère et parfois la mort. Alors que les élites affichent leur cynisme et leur mépris, que nous reste-t-il ? Rendre les coups, se résigner ou réinventer une radicalité politique. Aujourd'hui, dans On s'autorise à penser, nous allons parler ensemble de Luigi Mangione, de la violence du capitalisme et de ce qu'il nous reste à faire. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Pour nous parler donc aujourd'hui de Saint Luigi, on reçoit Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, auteur engagé, et on lui doit les livres Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter, Parasite ou encore Vous détestez le lundi. Et dans ces livres, tu parles souvent des impasses d'un système qui opprime donc la majorité. Nicolas, tu nous pousses à regarder donc avec ce livre Saint Luigi le capitalisme en face en fait. J'avoue, pour une des premières fois lire un de tes ouvrages, j'ai apprécié, je le dis d'entrée comme ça au moins les choses sont claires pour tout le monde, j'ai apprécié justement regarder le capitalisme en face, un système qui nous tue en silence et qui peut transformer un assassin en héros populaire. Mais la première question, pour peut-être tout le monde ne connaît pas Luigi Mangione, ou peut-être certains ont oublié pourquoi aujourd'hui on parle de ce monsieur. Qui est-il et pourquoi en fait il fascine autant? Déjà, merci de me recevoir. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant? C'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que Luigi Mangione, c'est quelqu'un qui est le principal suspect et accusé du meurtre de Brian Thompson, qui est le PDG de la première assurance santé privée des États-Unis, qui s'appelle United Healthcare. Et Luigi Mangione, c'est donc un suspect. Attention, il plaide non coupable. Et d'ailleurs, sa défense a relevé de nombreuses irrégularités dans les accusations qui sont portées contre lui. Il est menacé aux États-Unis de la peine de mort parce que son crime a été considéré, enfin son crime présumé est considéré comme un acte terroriste. Donc vraiment, la classe dominante américaine est vent debout contre cette personne parce que notamment parce que, et je pense principalement parce que, il a fait l'objet d'une popularité. Et ce, le matin même de l'assassinat de Brian Thompson, en fait, il y a eu des réactions presque de joie, et en tout cas de soutien populaire envers le geste de son meurtrier. Puis, une fois qu'il y a eu l'arrestation de Luigi Mangione, principal suspect, donc dans l'état voisin, ça a été quelqu'un qui est devenu une figure presque de la pop culture, c'est-à-dire qu'il est devenu un symbole, malgré lui certainement, de la revanche contre le système capitaliste, et pas n'importe quel pan du capitalisme, le capitalisme médical, le capitalisme des assurances santé qui aux États-Unis est particulièrement violent puisque Brian Thompson est le PDG d'une entreprise qui, sous son mandat, a considérablement augmenté le taux de non-prise en charge de soins. C'est-à-dire que des personnes qui payaient chaque mois pour être assurées en cas de problème lourd n'ont pas bénéficié de soins. Et en fait, le système de santé américain, tel qu'il est conçu, fait mourir des dizaines de milliers de personnes par an, faute de soins, alors qu'on parle de l'État le plus riche du monde, et met en faillite des centaines de milliers de personnes par an à cause de leur dette médicale. Donc ça explique en fait l'extrême popularité de ce personnage, alors même que le geste, présumé encore une fois, c'est bien celui d'un assassinat, donc quelque chose qui, en théorie, fait plutôt l'objet de la désapprobation collective que d'un respect. Et donc le livre, il parle de ce fait-là. Comment un meurtrier peut être populaire? Un meurtrier peut être populaire quand le système auquel on pense qu'il s'en est pris est encore plus impopulaire, est encore plus meurtrier que l'acte isolé qui lui est attribué.
Effectivement, aux États-Unis, tu viens de le dire, hein, le système de santé est très particulier. On peut s'enrichir, mais il n'y a pas que aux États-Unis d'ailleurs, dans le système capitaliste, c'est le capitalisme qui crée ça. On peut s'enrichir. Brian Thompson avait reçu même une prime de plus de 10 millions de dollars pour les bons résultats. Il y a quelque chose d'indécent de récompenser quelqu'un qui, au final, entraîne la mort derrière lui. Et tu parles également dans ce livre du cas de Richard Sackler. Et donc le cas de l'oxytocine, donc qui a créé aux États-Unis près de 800 000 morts. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelle est cette histoire et en quoi justement ça illustre bien toute cette affaire? Oui, dans mon livre, je parle de la violence du capitalisme, qui est une violence qui est tout le temps euphémisée. Moi, je dis c'est donner la mort par PowerPoint. C'est-à-dire que les personnes qui donnent la mort le font de façon indirecte, via des décisions, via des fichiers Excel, et tout en prétendant faire le bien commun. Et donc, il y a un exemple qui est vraiment paradigmatique. C'est l'exemple de la famille Sackler. Donc, la famille Sackler, c'est celle qui possède les laboratoires pharmaceutiques Purdue Pharma, qui, dans les années 90, ont mis sur le marché un médicament très puissant, un antalgique, qui s'appelle l'Oxycontin. Et l'Oxycontin, c'est donc un opioïde qui a pour effet de soulager très vite les douleurs, certes, et c'est pour ça qu'il a eu autant de succès dans une société où l'arrêt maladie, c'est très compliqué à obtenir. Donc en fait, des gens, simplement pour pas perdre leurs soins, même quand ils se sont cassés le poignet, la jambe, que sais-je, en fait, ils ont besoin d'antidouleurs pour tenir. Sauf que cet antidouleur, il était extrêmement addictif. Et qu'il a provoqué une épidémie d'addiction aux opioïdes qui s'est transformée pour certains en addiction à l'héroïne. Et on parle de plus de 700 000 morts depuis le début des années 2000 aux États-Unis. Première cause de mortalité avant les armes à feu du fait de l'introduction de cette molécule dans les habitudes quotidiennes des Américains. Parce qu'on est dans un système de santé très libéralisé où il est possible pour une entreprise suffisamment puissante de mettre sur le marché un médicament. Et ensuite, malgré les alertes, parce qu'en fait, très vite, on a compris que ce médicament mettait les gens très très mal, qu'il les faisait mourir d'overdose, qu'il les rendait fous. Malgré tout ça, l'entreprise, plutôt que de décélérer, a fait appel à un cabinet de conseil, McKinsey, pour la conseiller dans une stratégie visant à continuer les ventes malgré l'explosion du nombre de morts pour pouvoir assurer des profits faramineux. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que petit à petit, il y a eu des condamnations, etc. Mais la famille Sackler aux États-Unis, c'est encore une famille. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui sont en prison, c'est encore des gens très riches et dont les proches disent eux-mêmes qu'ils ressentent pas spécialement de culpabilité. Donc cette affaire-là, en fait, un immense scandale sanitaire. Pour moi, elle est symptomatique et c'est la partie visible de ce que produit le capitalisme sur les questions de santé, mais on pourrait aussi parler de l'alimentation, on pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler de la pollution, on pourrait parler de la destruction de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un système qui fait des morts, mais on lui attribue jamais ses morts. Voilà, en quelque sorte, il y a eu des bilans qui ont été faits sur le communisme étatique tel qu'il a été pratiqué en Union soviétique. On dit toujours les morts du communisme, mais quid des morts du capitalisme? En fait, il y en a beaucoup plus, mais on n'en parle pas parce que c'est une réalité qui est en permanence masquée. Donc moi, le but de CIF, c'était de réhabiliter cette réalité, de la documenter et de mettre un pavé dans la mare sur ce sujet. Là, on comprend avec l'affaire des opioïdes et les 800 000 morts américains que l'acte, finalement, de Luigi Mangione soit compris par la population américaine, même parfois par une partie de la presse américaine. Mais en France, en réalité, la presse, qu'elle soit de gauche comme de droite, n'a pas bien compris pourquoi cet homme a bénéficié d'autant de popularité. Oui, comment on l'explique? C'est important. C'est vrai que, par exemple, la presse américaine et aussi britannique, elle s'est vraiment emparée du sujet des assurances santé. C'est-à-dire qu'ils ont fait des appels à témoignages dès le lendemain du meurtre sur les assurances santé, quel mal vous ont fait. Et il y a eu un énorme mouvement de libération de la parole sur des gens qui ont perdu leurs proches et qui ont reçu une facture de $10 000, des gens qui n'ont jamais pu rembourser parce qu'ils ont eu un accident de voiture et qu'on les a transportés dans le mauvais hôpital, etc., etc. Donc je dirais la presse américaine a pris en fait la popularité du meurtrier présumé au sérieux. La presse française déjà s'est beaucoup moins intéressée au phénomène et elle en est restée à une réponse qui est pour moi naïve, qui est de dire c'est un meurtre donc c'est mal. Et le problème de cette réponse-là, donc voilà, souvent ils se sont contentés de ça en disant c'est fou qu'il soit populaire parce que c'est un meurtre, c'est mal. Il est sans doute populaire parce qu'il est beau et qu'il a des abdos. Ils en sont restés à ce niveau, c'est-à-dire vraiment une analyse complètement dépolitisée du problème. Et donc dans cette analyse dépolitisée, déjà, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne parlent pas de la violence du capitalisme et de la violence commise par ce PDG et tant d'autres, qui est vraiment, encore une fois, une violence qu'on peut comptabiliser en termes de nombre de morts. Donc si on tient au meurtre, parlons-en. Puis un deuxième point de naïveté que moi j'attaque, c'est de dire
Il se trouve que le meurtre, là, il est fait dans des modalités inacceptables et illégales, mais la presse française n'hésite pas à couvrir des meurtres à plein de moments. Enfin, je veux dire, on était en plein dans le moment où, alors ça va un peu mieux, mais on n'en est pas sorti, où il y avait un déni du génocide à Gaza, par exemple, de la part de toute sa presse mainstream. Et globalement, on a eu des éditorialistes, des chroniqueurs qui trouvaient ça parfaitement acceptable que l'armée israélienne tue aveuglément des hommes, des femmes et des enfants dans la bande de Gaza. Alors maintenant, ils ont changé de discours, ils trouvent ça pas acceptable de tuer les femmes et les enfants, mais les hommes, c'est toujours acceptable parce que ça pourrait être des combattants du Hamas. Voilà. Donc, je veux dire, le rapport au meurtre, en fait, il est lié à des hiérarchies qui sont établies. Et la presse mainstream fait comme si ces hiérarchies n'existaient pas, comme si le meurtre c'était mal dans l'absolu. Bah non, il y a énormément de contextes où le meurtre est perçu comme acceptable. Alors à tort selon moi, mais la société dans laquelle on vit, c'est qu'il y a des vies qui valent moins que d'autres. Voilà. La vie des réfugiés qui traversent la Méditerranée vaut moins, tout le monde s'en fout. La vie des Gazaouis vaut moins que tout. Voilà, la vie des plus pauvres, la vie des SDF qui sont 2 fois plus nombreux à vivre dans les rues depuis le début du quinquennat de Macron, la vie du millier de personnes qui meurent au travail, etc. Donc moi, c'est cet argument-là que j'attaque en disant finalement leur analyse, elle est insuffisante. Et évidemment que la mort des riches braque beaucoup plus que la mort des pauvres. Et c'est cette affaire, c'est ce fait-là qui est en fait choquant, qui est mis en lumière par cette affaire. Voilà. Tu le dis à l'instant, hein, certaines morts valent moins que d'autres. Et dans ces affaires, aux États-Unis, si je reviens sur le système de santé américain, les cabinets de conseil, les consultants, donc comme McKinsey, conseillent parfois même les entreprises pour justement leur dire que de toute façon, entre guillemets, ce n'est pas très grave, ce sont que des dommages collatéraux, on va pouvoir travailler sur votre image, et pour que tout ça soit plus ou moins endormi. Et en France aussi, ces cabinets travaillent, et McKinsey a travaillé pour notre président de la République, hein, encore, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore démissionné, donc il est toujours président, oui. Emmanuel Macron. Donc et après ce scandale, donc on peut se dire comment un personnage comme Emmanuel Macron peut travailler avec une société de conseil comme McKinsey qui a conseillé des entreprises qui ont entraîné la mort de milliers de gens. On est parce qu'on est dans l'élite, et dans l'élite on oublie tout tant que ça nous sert. En fait, dans l'élite du capitalisme, on considère que l'efficacité prime sur tout le reste. Et par efficacité, on entend profit. Donc en fait, je pense qu'ils se disent que McKinsey a plutôt fait du bon boulot, puisqu'à la fin, Purdue Pharma a pu continuer à commercialiser son médicament atroce pendant très longtemps, a fait des profits faramineux. Donc pourquoi pas finalement faire appel à eux pour d'autres activités. Mais effectivement, c'est assez hallucinant que McKinsey était un des principaux prestataires de l'État au moment de la crise du Covid, donc de l'État français, alors même qu'on savait déjà à ce moment-là, et que ça sortait dans la presse américaine, que c'était ce même cabinet de conseil qui avait conseillé Purdue Pharma dans le cadre de la gestion du damage control de la crise des opioïdes. On pourrait citer d'autres choses, hein. Par exemple, il y a des cabinets de conseil en images qui font en sorte finalement que des affaires ne retentissent pas sur les actionnaires. Je cite par exemple sur l'affaire des EHPAD qui avait été révélée par le journaliste Victor Castanet, donc en fait la façon dont les EHPAD du groupe Orpea avait finalement engendré de la violence envers nos anciens. Notamment, on apprenait dans le magazine Challenge l'année dernière que la famille Peugeot est actionnaire d'Orpea et a pu compter sur un cabinet de conseil en images pour que son image soit complètement épargnée par ce scandale. Et c'est le cas, et Challenge s'en félicitait en disant voilà, encore un cabinet qui a fait du bon boulot. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse voir que la partie émergée de l'iceberg, à savoir il y a de la violence, et on ne va pas aller voir la racine de la violence, à savoir les grandes familles riches qui en profitent. Et dans le bouquin, tu dis très bien, peut-être, si ces gens peuvent prendre de telles décisions sans avoir l'air de ressentir le moindre embarras, c'est parce que, il existe de nombreux filtres entre leurs décisions et la manifestation de ces effets qu'ils ne perçoivent tout simplement pas, et 2, ni eux ni leurs proches ne subissent les effets de ces décisions. Là, c'était concernant des lois justement pour la santé, et notamment en France, et ça rejoint un peu tout ce qu'on est en train de se dire, où l'élite prend parfois des décisions, tant qu'ils ne sont pas touchés, eux ou leurs proches, ils ne se rendent pas forcément compte des conséquences des décisions qu'ils prennent, et ils sont parfois, comme tu viens de le dire, conseillés
par des cabinets de consultants comme McKinsey ou d'autres au niveau de leur image. On essaye d'effacer tout ça pour qu'ils puissent continuer leur activité. Oui, en fait, moi, ça part d'un fait très simple. J'ai travaillé 2 ans à l'Assemblée nationale. J'étais conseiller pour les affaires sociales pour le groupe France Insoumise. Donc, je suivais les projets de loi concernant la santé, la sécurité sociale, le droit du travail. Autant dire que de 2017 à 2019, la période où j'ai travaillé, on a eu droit aux pires régressions sociales et qui sont en partie responsables de l'état de notre système de santé et notamment de la façon dont il s'est écroulé face à la crise du Covid. Donc j'ai vu les gens qui ont pris ces décisions, j'ai vu les ministres, j'ai vu les rapporteurs de projets de loi, j'ai vu les députés. Et en fait, à chaque moment, mes proches, quand je rentrais chez moi, me disaient mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, comment ils le vivent, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que en fait, ils se rendent moitié compte de ce qu'ils font. En fait, comment dire, on nous dit toujours les députés, les ministres, ils sont hors sol. Mais en fait, non, ils sont pas hors sol. Ils sont juste dans un autre sol que nous. Ils font partie d'une classe sociale de gens qui bénéficient directement, par exemple, du retrait progressif de la sécurité sociale dans nos vies. Parce que qui dit moins de sécurité sociale, dit plus de marchés offerts au capitalisme, dit plus d'entreprises que leurs enfants vont pouvoir lancer, dit plus de profits pour BlackRock, pour le groupe Ramsay, qui est un groupe de cliniques, un groupe d'hôpital privé. Donc en fait, pour eux, c'est à la fois plus d'opportunités, ils adorent les opportunités, par opportunité, on entend opportunité de faire de la thune, et puis effectivement, ils ne subissent pas les conséquences, et c'est particulièrement vrai pour le système de santé, c'est-à-dire que les riches vont très bien du point de vue de la santé, ils ont des cliniques spécialisées avec des soins de pointe, ils ont des hôpitaux dans lesquels il n'y a pas de salle d'attente pour les urgences, ils vivent dans des zones où il y a des spécialistes à chaque coin de rue, ils ont l'argent pour payer des dépassements d'honoraires qui font qu'ils n'auront jamais à attendre 6 mois pour passer un scanner et éventuellement avoir moins de chances de soigner une tumeur. Bref, ils sont dans un environnement où la santé n'est pas un problème et les réformes qu'ils votent n'affectent pas leur propre santé ni celle de leurs proches. Je veux dire, ils ne connaîtront jamais l'angoisse que c'est de laisser quelqu'un aux urgences et par les temps qui courent de se demander s'il sortira vivant, parce que c'est ça qui arrive à beaucoup de gens. Ils connaîtront pas le racisme médical que connaissent beaucoup, qu'ont connu pas mal de femmes noires ces dernières années, qui n'ont pas été prises au sérieux par des professionnels de santé parce que le milieu médical français est quand même imprégné d'un racisme avec cette histoire de syndrome méditerranéen. Enfin, voilà, c'est des histoires horribles d'avoir quelqu'un qui aurait pu être soigné et qui ne l'a pas été parce qu'on n'a pas pris au sérieux, parce qu'il est trop pauvre ou trop noir, ou arabe, ou que sais-je. En fait, la classe dominante française, elle ne subit pas ça. C'est pas une inquiétude. Or, les enquêtes d'opinion montrent que pour la France, c'est l'inquiétude première de tous les Français, c'est la santé. Toute tendance politique confondue est bien devant ce dont on parle en permanence, à savoir l'immigration, par exemple, ou l'insécurité. En fait, la première insécurité qui nous touche, c'est celle de ne pas pouvoir être soigné, de ne pas pouvoir faire soigner ses proches. C'est qu'est-ce que je vais faire de mes vieux parents? Vont-ils aller dans un EHPAD public en manque de moyens? Est-ce que je ne vais pas pouvoir les regarder dans les yeux quand j'irai les visiter le dimanche? Enfin, en fait, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut se demander, parce que là, on l'apprend là ces jours-ci, François Bayrou et son gouvernement laissaient passer en douce un décret qui prévoit de doubler le reste à charge des patients sur les médicaments, les soins et les transports sanitaires. Et ça peut être terrible pour beaucoup de gens malades, notamment ceux qui ont des maladies chroniques, qui vont voir leur facture exploser. Donc encore une fois, c'est un exemple là très récent, on est en 2025, et toujours ce problème, en tout cas au niveau de la santé, et tu viens de le dire, c'est la préoccupation numéro 1 des Français, l'élite, l'État fait toujours en sorte de rendre encore plus précaires les précaires en augmentant les coûts des dépenses de santé. Et dans le livre, tu parles aussi justement là-dessus des militants de la guerre sociale. On est comme si on était dans une guerre sociale, et il y en a au gouvernement parfois, justement, souvent, qui sont militants de cette cause-là. Est-ce que tu peux développer et nous expliquer un peu cette idée? En fait, c'est un peu une typologie personnelle que j'avais établie quand je travaillais à l'Assemblée nationale, que donc j'ai vu des ministres, des secrétaires d'État, des députés, macronistes, vraiment les macronistes de la première heure. Pour moi, il y a un peu 2 catégories. Il y avait vraiment les blaireaux, et pardon, c'est ça, c'est-à-dire des gens, comme ils disent, qui viennent de la société civile, donc des sortes de chefs d'entreprise, de DRH, de fonctionnaires complètement fascinés par Macron, complètement contents d'être là, etc., qui votent bêtement, sans chercher à comprendre. Ils vivent dans leur univers, et donc ils voient tout à l'aune de leur univers.
Et quelque part, ils n'ont pas vraiment conscience du fait qu'ils mènent une lutte des classes contre nous. Et puis ensuite, il y a les militants de la guerre sociale, c'est-à-dire des membres de la classe dominante qui savent très bien ce qu'ils font. Un exemple que je cite dans le livre, je joue même un chapitre avec lui, c'est quelqu'un comme Édouard Philippe, ex-premier ministre, potentiel candidat à la présidentielle, qui affirmait devant des étudiants d'HEC clairement que pour faire passer des réformes impopulaires, il fallait utiliser la ruse, il fallait toujours essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que ça ne passe plus, ce fameux discours où il dit ça passe, et puis là, les gilets jaunes, ça ne passe plus. Donc on voit que lui, c'est un tacticien de la lutte des classes, c'est quelqu'un qui a vraiment volonté de détruire un maximum de choses pour favoriser le plus possible sa classe sociale. Et ça, c'est un militant de la guerre sociale, par exemple. Macron, c'est un militant de la guerre sociale. Toute une partie des proches conseillers de Macron, lors de son premier quinquennat, c'est des gens qui sont persuadés que les logiques de marché sont mieux, en fait, pour leur classe. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a déréglementé comme jamais le droit du travail et l'apprentissage et la formation professionnelle, qui a eu des conséquences concrètes. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont des apprentis, des jeunes qui viennent de milieux ouvriers ou employés, qui se retrouvent à travailler à 15 ans et qui sont les plus exposés aux accidents mortels du travail. Cette personne, elle a été récompensée pour ses services, puisque maintenant, elle est dans le conseil d'administration d'un grand groupe de formation professionnelle. Voilà. Ouais. Je veux dire, c'est à la fois des idéologues, c'est-à-dire qui pensent que ce qu'ils pensent est le plus vrai, mais c'est aussi et surtout des gens qui ont des intérêts. Donc ils savent qu'en faisant bien le job, ils seront bien récompensés. Ça passe, et à un moment donné, ça passe plus. Tu viens de le dire, Édouard Philippe l'a dit devant des étudiants de l'ESSEC en 2022, et la crise des Gilets jaunes est arrivée, et du coup, ça ne passait plus. Est-ce que aujourd'hui, on est à quelques jours du 10 septembre, quand vous regardez cette émission, peut-être que ça sera passé, je ne sais pas, mais en tout cas, on a quelques jours du 10 septembre, et on nous annonce un gros mouvement populaire, un gros mouvement syndical même, et qui est décalé au 18 pour les syndicats. Est-ce qu'on est dans cette période-là? Il y a beaucoup de choses qui sont passées, et que là, cette fois-ci, pour beaucoup de Français, ça passe plus? Pour ceux qui prient, il faut prier que ça soit le cas. C'est-à-dire que... alors, il y a déjà une victoire qui est quand même obtenue. C'est qu'en fait, le gouvernement Bayrou a tenté un ça passe de trop, clairement. C'est-à-dire que leur budget prévu pour 2026, qui comportait notamment la suppression de 2 jours fériés. C'est pas la suppression de 2 jours fériés, c'est 2 jours travaillés gratuitement pour l'État et pour le patronat, il faut quand même dire les choses. Effectivement, de faire passer à la caisse les malades de longue durée, donc concrètement, on parle des malades du cancer, par exemple. Donc toutes ces mesures-là, espèce de paquet de mesures annoncées avec un mépris incroyable, pour moi, ils ont eu un peu trop la confiance sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, de toute façon, en face, on a un camp qui est laminé, on a une gauche qui est divisée, on a des syndicats qui sont toujours aussi sages, alors même qu'on fait le pire de crasse possible. Et ils se sont dit, cette fois-ci, ça va passer. En fait, c'est pas passé. Il y a eu l'annonce du mouvement du 10 septembre qui, à mon avis, a complètement démoralisé les troupes. Ça, c'est intéressant de voir d'ailleurs que la conflictualité sociale, c'est pas simplement en actes, c'est aussi des anticipations, c'est des peurs qu'on arrive à créer. Et clairement, le mouvement du 10 septembre a créé cette peur dans la classe dominante, c'est-à-dire en fait la peur des gilets jaunes, qui est un traumatisme pour eux. Et donc, je pense que d'ores et déjà, ça n'est plus passé, que le gouvernement de Bayrou va tomber, et que de toute façon, ils vont être dans une situation, quoi qu'il arrive, assez merdique pour arriver à faire passer leur réforme de destruction sociale. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer, parce qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac, mais ça s'est moins bien passé que prévu. Et en ça, c'est déjà une victoire de la population. Ensuite, pour ce qui est du mouvement du 10, je dis qu'il faut espérer que non seulement il y ait une réaction qui soit massive, mais que surtout, il y a un renouvellement des modes d'action qui s'inscrivent dans des stratégies de rapport de force et puis des stratégies de démonstration de force, c'est-à-dire pas simplement manifester pour montrer qu'on n'est pas content, mais manifester pour clairement nuire aux intérêts économiques de la classe dominante et l'obliger par la contrainte à se plier à nos demandes. Voilà. Et je pense que si ça se passe bien, ça va créer un précédent et que ça va enfin changer cette espèce de statu quo merdique où à la violence du capitalisme ne répond plus de violence des classes laborieuses. Et c'est cet état qu'on a connu depuis 20 ans, avec des tentatives et des épisodes, mais globalement, on a trop longtemps agi comme des bons élèves qui, quand quelque chose ne nous va pas, on lève la main pour demander à répéter la consigne. C'est ça qui s'est passé dans la vie politique française et la vie du mouvement social. Et je crois que ce temps-là est révolu, puisque la plupart des gens ont mené les conclusions qui s'imposaient.
et que donc normalement ça devrait être un tournant historique. Moi je prétends pas que ça va être massif du premier coup, parce qu'on tâtonne, parce que les gens vont essayer d'autres choses, et c'est pas forcément facile d'essayer autre chose, c'est pas forcément facile de se dire qu'on va aller bloquer une autoroute, un périph', une zone logistique. Donc moi je prétends pas que ça va être le grand soir, par contre je pense que ça va être le début de quelque chose d'autre, et peut-être que ça va enclencher un nouveau processus. En tout cas c'est ce que je souhaite. Et est-ce qu'on ne craint pas, comme pour les Gilets jaunes, bon, au moins on a l'expérience des Gilets jaunes, mais quand même, hein, même s'ils ont fait peur à l'élite et à la classe dominante, ils ont quand même été d'abord matés par une police violente, ensuite neutralisés par les grandes consultations citoyennes qui, au final, n'ont rien donné. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de ce mouvement des Gilets jaunes pour éviter de reproduire les mêmes, entre guillemets, erreurs? Je pense que... Déjà, j'ai l'impression qu'on a appris des mouvements syndicaux nationaux qui, eux, n'ont pas marché. Ça, c'est une première chose. Et moi, mon premier point de critique, ça serait ça. Hein. C'est l'échec, le dernier échec patent en date, c'est 2023, c'est pas 2018. 2023, c'est des millions de personnes dans la rue, c'est pas de mouvement de grève suivi, pas de pays bloqués, et donc une classe dominante qui n'a pas lâché un centime. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une semi-réussite quand même. Hein. C'est le renoncement d'une taxe carbone qui était profondément injuste. C'est l'augmentation de la prime d'activité qui a clairement changé le quotidien et l'année de beaucoup de gens qui étaient sur des bas salaires. C'est pas du tout la révolution, mais c'est pas rien non plus. Donc moi je dirais déjà basons-nous sur le dernier mouvement qui a marché, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Ensuite, que dire du mouvement des Gilets jaunes? Moi je pense que c'était un mouvement qui était très bien, qui, comme tout mouvement, parce que c'est difficile de se renouveler, c'est enfermé dans une forme de routine. Ça va, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 12, l'acte 47, etc. Mais bon, ce qui est normal, hein, en fait... Moi, je donnerais aucune leçon au mouvement des Gilets jaunes, au sens où un mouvement social, c'est la rencontre entre des idées collectives et un contexte. Et en fait, c'est comme une fenêtre de tir qui s'ouvre. Il y a eu une fenêtre de tir pour le mouvement des Gilets jaunes, les gens se sont engouffrés, ils ont failli faire basculer l'histoire de façon décisive, puisqu'on a failli avoir concrètement la prise d'un palais présidentiel, comme ça arrive dans d'autres pays du monde. Hein. Ça ne s'est pas passé dans le cas de la France, mais ça aurait pu se passer, c'est ça que je veux dire. Oui. Donc, en fait, moi je dis pas... et il se trouve que, bon, en tant qu'individu, on contrôle pas tout ça, quoi. Donc évidemment que il aurait peut-être fallu faire mieux, il aurait peut-être fallu faire ceci, mais je ne suis pas en position de donner des leçons en la matière et je ne le ferai pas, puisqu'encore une fois, on a eu une force propulsive qui, encore une fois, a créé un traumatisme dans la classe dominante. Et je pense que quelque part, c'était un processus nécessaire. C'est pas ce qu'il y a eu, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est un moment de traumatisme. On parle de ministres qui ont dû fuir à travers des jardins, on parle de Macron qui avait affrété un hélico, etc. Alors certes, ils se sont repris assez vite et la répression policière a ensuite rendu caduque le mode d'action. Mais quand même, ça leur a fait peur. Et à mon avis, c'est parce que cette peur existe que le 10 septembre, à peine été annoncé, a mis la panique dans la bourgeoisie. Il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes. Le 10 septembre, je pense, leur aurait fait moins peur. Et peut-être qu'on aurait eu, dès maintenant, une application agressive du programme de Bayrou. Là, je pense qu'on va échapper à une partie de ce programme-là. C'est ce que j'espère. Voilà. Est-ce que justement, cette mobilisation des Gilets jaunes a fait qu'aujourd'hui, on voit les milliardaires de droite et même de gauche, au final, se rapprocher encore plus de la politique, hein. Ils ne se contentent plus d'influencer. Hein. On voit aux États-Unis, Trump, il a carrément pris Elon Musk dans son gouvernement quand il a été élu au départ, avant finalement de se brouiller avec lui. Mais on voit aussi Bernard Arnault qui a conseillé, interdit même, c'est ce que tu écris dans ton livre, interdit à Emmanuel Macron, alors que la gauche avait remporté les législatives en 2024, de gouverner avec la gauche. Est-ce que justement, cette panique qu'a connue la classe dominante, avec ces différentes révoltes populaires, a fait qu'aujourd'hui, les milliardaires, et notamment de droite en France, Bernard Arnault, ou même d'extrême droite, si on pense à Bolloré et Sterrin, ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, ils ont vraiment envie de mettre leurs mains aussi bien sur la politique que aussi sur les médias, comme on le sait? Oui, en fait, ces gens, c'est des gens impatients, quoi. C'est-à-dire que ce qui reste du modèle social français, qui est quand même pas rien, il nous reste beaucoup, pour eux, ça reste intolérable. Voilà, ils le disaient dès les années 80, il faut en finir avec le programme de la résistance. C'était le PDG, le président du MEDEF qui disait ça à l'époque. Donc en fait, ça va jamais assez vite pour eux. Macron, ça a été vraiment... Macron, c'était vraiment une machine qu'ils avaient construite, qui s'avérait être très efficace,
mais en fait très efficace pendant 2 ans. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, même pas, le mouvement des Gilets jaunes, c'est 2018, c'est l'automne 2018, donc ça arrive très vite. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, Macron se heurte quand même à de la résistance populaire, alors qu'eux, ils pensaient à l'avoir mis en orbite, quoi. Et, je veux dire, ils avaient mis toute la presse à ses pieds, ils n'arrêtaient pas de décrire que le gars était génial, qu'il était philosophe, qu'il était beau gosse, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? On a vendu le produit idéal. Et ça ne marche pas. Donc je pense qu'en fait, peut-être que la classe des milliardaires, alors déjà c'est des gens qui se sentent plus, je veux dire, parce qu'ils ont atteint un niveau de richesse stratosphérique qui fait que ils n'ont jamais été aussi riches, ils n'ont jamais été aussi puissants. Je comprends que ça donne des idées au bout d'un moment. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui se disent pourquoi s'embarrasser de toute cette comédie, quoi. C'est-à-dire que je pense que la classe politique française, elle a plus longtemps. Et puis il y a aussi des choses qui ont changé. Alors, en gros, la classe bourgeoise française a pu compter sur un système politique très verrouillé par la Ve République et très verrouillé par le bipartisme pendant longtemps. Donc ça produisait pour eux d'agréables certitudes, à savoir la droite historique sur laquelle ils comptent toujours, parce qu'ils la maintiennent au pouvoir alors même qu'ils sont minoritaires, mais bon, je veux dire, les Républicains, ça représente que dalle en termes de vote de nos jours, mais ils sont toujours au gouvernement. C'est fou, hein. C'est vraiment le parti historique de la bourgeoisie. Et puis ensuite, il y avait la gauche socialiste qui s'est très vite accommodée, a très vite fait des choses favorables à la bourgeoisie. Et donc en fait, dans les années 90-2000, il y avait cette alternance rassurante, quoi. C'est-à-dire, ça ira plus ou moins vite et globalement, les gens votent massivement pour ces deux partis, etc. Puis en fait, cette réalité, elle a explosé avant les années 2020. Et maintenant, non seulement il n'y a plus d'adhésion à la démocratie représentative, les taux d'abstention, ils explosent à toutes les élections, y compris présidentielles, mais en plus, il y a une décomposition de l'offre politique, avec quand même une offre politique de gauche radicale qui les inquiète énormément, c'est la France insoumise. Je veux dire, s'ils emploient toute leur presse à leur taper dessus à longueur de temps pour le moindre prétexte, le moindre cheveu, le moindre petite phrase, c'est vraiment qu'en fait, ils sont flippés par ça. Alors même qu'on parle d'un programme qui n'est pas révolutionnaire, mais c'est déjà beaucoup trop pour eux. Et puis ensuite, il y a l'idée que la démocratie représentative est de moins en moins légitime. Et c'est vrai, la démocratie représentative bourgeoise est de moins en moins légitime. Voilà, donc en fait, leur jouet ne fonctionne plus très bien. Donc je comprends qu'ils aient cette tentation de se dire, bon, écoutez, vous savez quoi, on va faire le taf nous-mêmes. Ouais. C'est Musk aux États-Unis, quoi. Ouais, d'ailleurs, il a un peu renoncé à l'expérience, mais Musk, il s'est dit, allez, je vais prendre un ministère moi-même et puis je vais la faire, ma réforme de la fonction publique de rêve. En fait, ça n'a pas du tout marché, parce qu'il a fait n'importe quoi. Toute une partie des postes ont été maintenus, même si Trump... continue d'enfoncer les États-Unis dans le fascisme, il s'est mis en retrait. Mais ce qui est fou, c'est que même la presse française mainstream, il y avait un article du Monde il y a 6 mois qui disait « Pourquoi pas un PDG président de la République ?» Et en fait, par exemple, il parle de Michel-Édouard Leclerc, le PDG du groupe Leclerc, du groupement Leclerc, qui est vraiment quelqu'un qui a des ambitions présidentielles. Bernard Arnault, effectivement, il passe un coup de fil à Macron quand il n'est pas content. Donc finalement... pourquoi maintenir les apparences, finalement ? Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une démocratie d'apparence, et puis finalement, les apparences, ça prend du temps, ça crée quand même des mauvaises surprises. La loi Duplon, retoquée par le Conseil constitutionnel en partie, c'était une mauvaise surprise pour l'agroalimentaire. Le fait qu'il y ait encore le droit de manifester, dans certaines conditions, et encore le droit de grève, c'est quand même une mauvaise surprise pour la classe dominante. Donc, pourquoi s'embarrasser de tout ça, finalement ? Moi, je pense que c'est ça leur raisonnement. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, des milliardaires de gauche, entre guillemets, qui essayent de répondre à ce que proposent les autres, On peut citer Mathieu Pigasse, Olivier Legrain, qui, lui, a l'idée de créer un rassemblement des médias indépendants. Est-ce que, finalement, même... à gauche, entre guillemets, on a besoin de l'aval des grands patrons, entre guillemets, pour pouvoir fonctionner ? Moi, je pense que c'est un aveu d'impuissance terrible que de se dire que face aux milliardaires de droite, il nous faudrait des millionnaires, parce que souvent, ils aiment bien dire, nous, on n'est pas milliardaires, mais millionnaires, pour se tirer d'affaire sur le plan médiatique. Bon, nous, à Frustration Magazine, on a répondu très clairement aux propos d'Olivier Legrain qui, dans une interview, parlait de créer une holding de médias indépendants. Non seulement, évidemment, c'est une ingérence pas possible, c'est-à-dire que vous avez un bienfaiteur qui ne se contente pas d'être un bienfaiteur, mais qui, en plus, vous dicte comment vous devez fonctionner, et en plus, a des idées politiques. C'est quelqu'un qui soutient les candidats, on va dire, de la gauche modérée, etc. Ça commence à faire beaucoup. Mathieu Pigasse, c'est longtemps quelqu'un qui a été très fasciné par Macron, qui a participé de son ascension et qui, maintenant que Macron est trop à droite pour lui, change d'avis et se tourne vers la gauche. C'est clairement pas des personnes fiables sur le plan politique. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenir une sorte de gauche centriste néolibérale. C'est ça leur projet. Et puis, d'une façon générale, l'imaginaire que ces gens charrient, c'est l'imaginaire de la grande entreprise, c'est l'imaginaire des fusions-acquisitions, c'est l'imaginaire de la hiérarchie, etc. Et nous, à Frustration, je pense comme vous, aux médias,
on pense pas du tout qu'on produit une organisation médiatique efficace, avec des hiérarchies, avec des holdings, avec des patrons. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose de différent. Et la façon dont on travaille détermine aussi la façon dont on traite les informations. L'indépendance des journalistes en tant que salariés, en tant que travailleurs, c'est aussi ce qui va garantir la qualité de leur information. Et au contraire, ces millionnaires, eux, ce qu'ils fantasment, c'est des organisations verticales, avec des chefferies, etc., etc. Donc évidemment que ce n'est pas la solution, et ça m'inquiète beaucoup que certains l'envisagent comme une solution. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi, un acte de résignation fondamentale. La ligne, elle doit être celle-ci. Dans une société juste, il ne doit y avoir ni millionnaires, ni milliardaires, mais plutôt des gens dont les inégalités sont basées sur des critères rationnels, à savoir pas l'accumulation de profits, mais éventuellement la pénibilité, éventuellement la compétence, éventuellement la charge familiale. Voilà, c'est ça notre horizon. Et plus on en déroge sous prétexte de réalisme, plus on se condamne à être de moins en moins audible. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens vous écoutent, c'est que vous représentez un pôle clair avec des rêves, quoi. Je veux dire, si on se noie dans une sorte de marée de l'alter-capitalisme modéré et bon ton, bah, je vois pas quelle attraction on peut exercer sur la population. Dans le livre aussi, tu remets en question à juste titre le modèle parfois qu'on nous vend de réussite individuelle pour l'ascension sociale et qui finalement nous éloigne d'un modèle de réussite collective pour changer les règles du jeu. Et tu prends comme exemple, en parallèle, j'ai trouvé ça intéressant, Michelle Obama. Tu prends l'exemple de Michelle Obama par rapport à Luigi Mangione et tu parles du livre Devenir de Michelle Obama. Et sur le chapitre Devenir Luigi Mangione, on peut se poser effectivement la question. Pourquoi justement, même si là je viens de le dire, mais pourquoi cette réussite qu'on souhaite, individuelle, parfois on a envie de sortir de notre condition sociale, pourquoi finalement ça nous éloigne d'une réussite collective? On pourrait se dire, oui, si moi j'arrive là-haut, je vais réussir à faire en sorte de changer les règles du jeu, mais tu expliques très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, si j'ai parlé de Michelle Obama, c'est parce que en fait, une des questions que je me posais et que les gens se posent par rapport à l'affaire Luigi Mangione, c'est l'attraction qu'une personne peut exercer. Est-ce que c'est lié à sa personne? Est-ce que c'est lié à son apparence physique? Est-ce que c'est lié à son acte? En fait, tout ça se mélange. Et pourquoi je parlais de ça? Parce qu'en fait, je parlais de ma grand-mère que j'ai perdue récemment et auquel j'ai beaucoup pensé en écrivant le livre et de sa propre fascination pour des personnalités. Et je me disais finalement, je me suis réconcilié un peu avec l'idée que politiquement, parfois, il y a des personnalités qui créent chez nous des envies, qui créent chez nous des affects et que finalement, il faut accepter ça. Alors que longtemps, moi, j'étais en bon marxiste, l'idée que bon, voilà, ce qu'il nous faut, c'est des programmes, c'est des faits, c'est des chiffres, et que finalement, les personnalités, c'est toujours des obstacles à notre compréhension du monde. Et ma grand-mère, elle a été très touchée par le livre de Michelle Obama, Devenir. Elle a été très touchée comme des millions de personnes à travers le monde. Et je me suis penché là-dessus. Et c'est Mona Chollet, en fait, qui, dans le monde diplomatique, parlait de ce livre au moment de sa sortie, en critiquant ça, c'est-à-dire en disant... Le livre de Michelle Obama, il porte des injonctions paradoxales. À la fois, elle n'arrête pas de prétendre être normale et de dire que tout le monde pourrait faire comme elle. Et en même temps, elle a un parcours exceptionnel que tout le monde ne pourrait pas imiter. C'est tout le problème, en fait, de ces récits d'ascension sociale fulgurante. C'est qu'en fait, la plupart du temps, soit ils sont liés à la pure chance, soit ils sont liés à des paramètres sociaux qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi ça me semble être une quête vaine? En fait, à la fois, je trouve ça normal que les gens aient cette quête, parce qu'en fait, on veut tous améliorer sa condition, notamment financière. Parce que pour toutes les raisons qu'on a dit avant, avoir plus d'argent, c'est un facteur de sécurité dans la vie. Donc moi, je condamnerai jamais quelqu'un qui essaie de s'enrichir à sa petite échelle. Et ça, faut sortir de ça, faut être réaliste, c'est bien normal. Par contre, l'espoir qu'on arrivera à changer le système uniquement par des parcours individuels qui transcendent les frontières de classe. En fait, le discours de transfuge de classe, l'idée que, voyez, il existe des transfuges de classe, donc c'est chouette, faut les encourager, etc. Alors soit, par contre, en aucun cas, ça peut être une façon de changer les règles du jeu. Et d'ailleurs, quand on regarde les parcours des transfuges de classe, il y a toujours des bonnes raisons à ce qu'ils soient transfuges de classe. D'ailleurs, souvent, je veux dire, le capitalisme ne ferme pas absolument les opportunités. Il y a toujours du jeu entre les classes sociales. Voilà, on n'est pas dans une société féodale où, en fonction de ton nom et de ton titre, ça ne bougera jamais. Où il y a des jonctions, il y a des frontières claires, par exemple, entre la noblesse et le tiers-état. C'est plus le cas. Par contre, il y a des obstacles matériels qui sont quasi indépassables pour la plupart des gens. Et même s'il y a des failles et que ça peut sembler être des exemples, ça donne des injonctions impossibles à réaliser. Donc déjà, moi, je pense que ça produit beaucoup de déception. Et puis, ça produit beaucoup d'impuissance.
Et en fait, si ces opportunités sont laissées ouvertes par le capitalisme, bon, c'est déjà parce qu'elle a des besoins. Encore une fois, s'il y a des transfuges de classe, c'est parce qu'il y a des moments où on a besoin de travailleurs plus qualifiés, donc on va plutôt porter une classe d'âge à faire des études. C'est le cas de ma classe d'âge, par exemple. Enfin, les gens qui ont 30, 40 ans, ils ont fait tendanciellement beaucoup plus d'études que leurs parents. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des transfuges de classe, ça veut dire que au moment où on est arrivé sur le marché du travail, déjà, il fallait nous faire patienter parce qu'il n'y avait pas assez d'emplois. Et ensuite, parce que les besoins du capitalisme en métropole, par exemple, c'était des emplois de bureau. C'est pas lié à notre petit parcours et notre petite personnalité. Donc déjà, il faut comprendre les causes structurelles du transfuge de classe. Et puis surtout se dire que ce qu'il faut, c'est changer les règles du jeu. C'est ça qui va nous sortir de la galère tous, quoi. C'est pas quelques parcours éclatants qui en plus vont toujours être liés à des circonstances très particulières et vont toujours être très circonscrits vers quelques personnes, quoi. Voilà. Le discours que je porte, plein d'autres gens le disent, mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi, quoi. Effectivement. Est-ce que justement, alors pour changer les règles du jeu, il faut être Luigi Mangione? Est-ce qu'on doit devenir Luigi Mangione? Qui dit, en tout cas c'est une citation qu'on lui prête, lorsque toutes les formes de communication échouent, la violence est nécessaire pour survivre. Alors, ça, c'est un extrait du manifeste qui lui est attribué, que la police prétend avoir trouvé sur lui. Mais c'est vrai que vu le nombre d'irrégularités qui sont mises en avant par la défense de Luigi Mangione, plus ça va, plus je doute de l'efficacité de ce manifeste, enfin de la véracité de ce manifeste. Mais en même temps, même si c'était un faux, ça serait intéressant, parce que ça veut dire que la police américaine qui imagine le manifeste d'un tueur de PDG va mettre cette phrase. Enfin, dans tous les cas, c'est intéressant, cette phrase. Et ça dit quelque chose de l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces formes de communication qui échouent, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que... globalement, on a un système électoral, alors aux États-Unis, il est encore plus verrouillé qu'en France, mais qui ne reflète pas les opinions des gens, dans lequel le débat ne peut pas vraiment avoir lieu, où les candidats sont propulsés par des grandes fortunes, etc. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises. Globalement, c'est là où la classe bourgeoise décide de mettre ses moyens que les gens gagnent. Que quand on gagne, on perd quand même. Expérience faite en France après les législatives anticipées de 2024. Que les recours qui nous sont proposés dans le monde du travail, par exemple, les consultations, le dialogue social, n'aboutissent jamais à quelque chose de constructif, que Macron a multiplié les fausses consultations, la Convention citoyenne pour le climat, les cahiers de doléances, le grand débat national, etc., et que tout ça n'a débouché absolument sur rien. Et donc l'idée que quand toutes ces formes de communication échouent, la violence est la seule solution, elle est tout à fait sensée. Après, quelle violence? Et c'est là que il y a violence, ça veut rien dire, il y a trop de choses différentes. Tu listes même différents types de violence, de la violence verbale à la violence économique ou symbolique. Mais donc, est-ce que tu peux justement nous rappeler les différents types de violence? Oui, en fait, il y a la violence contre les biens. Et il y a la violence contre les biens et la violence contre les personnes. C'est-à-dire que pour moi, c'est oui. pour la famille des vitrines, ça. Voilà, c'est ça, la violence contre les biens. Alors en plus, comme je dis toujours, le qualificatif de violence et l'intensité de l'image de la violence, elle est définie d'en haut. Donc c'est pour ça qu'il y a cette blague, ce graffiti qu'on trouve souvent sur les manifs, pardon pour les familles des vitrines, parce qu'en fait, les médias mainstream ont tendance à avoir une empathie démesurée pour les vitrines cassées entre Bastille et Nation, et pourtant elles sont bien habituées à Paris, à limite plus qu'elles en ont pour des morts dans la Méditerranée, encore une fois, désolé de dire, mais c'est le cas. Donc en fait, leur perception de la violence, elle est toujours circonstanciée à des intérêts de classe. Donc moi, je me méfie énormément du terme violence. Qu'est-ce qui est violent ? En fait, qu'est-ce qui est violent dans le système mainstream médiatique? C'est ce qui vexe la classe dominante. Ça, c'est violent. Mais ça ne veut pas dire violence dans l'absolu. Donc ensuite, sur les violences, violence envers les biens, violence envers les personnes. Violence envers les biens, c'est casser, c'est interrompre la production. Là, il y a, évidemment, c'est ce qui me semble avoir le plus de potentiel. C'est prendre les gens au portefeuille, prendre les capitalistes au portefeuille. Il y a deux façons de le faire. En interne, via la grève. Je suis directement un ouvrier, un employé, un cadre qui est dans une entreprise et je décide d'arrêter de travailler, ça fait perdre de l'argent à mon employeur. Et puis de l'externe, c'est je bloque une autoroute, je bloque les poids lourds, je bloque une zone logistique, etc. etc. Tout ça, ça a été testé dans énormément de conflits sociaux dans le monde entier et ça a porté ses fruits. Globalement, la grève, ça marche. C'est le ministère du Travail qui le dit. Dans les entreprises où il y a des grèves au cours de l'année, il y a des avancées pour les salariés. Dans les entreprises où il n'y a pas de conflit, et juste du dialogue, il n'y a pas d'avancée. Ça, c'est le ministère du Travail qui le dit chaque année dans ses rapports. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est la violence envers les biens.
Et puis il y a la violence envers les personnes, donc là ça peut être... Alors, dans la violence envers les biens, il y a aussi tout ce qui va être cassé, il y a les ouvriers qui ont menacé de faire exploser leurs usines, hein, ça aussi, ça a posé une ambiance de travail, et ça a fonctionné dans les années 2010. Ensuite, la violence envers les biens, envers les personnes, il y a l'insulte, hein, l'interpellation, l'insulte. Ça, ils détestent, hein, vous remarquerez. Tu remarqueras, maintenant, plus un politique, plus ça va, plus les politiques et les patrons ont un service de sécurité pas possible. Ils font tout pour croiser le moins possible de gens. Ils sélectionnent quand ils font des bains de foule, etc. Ils veulent surtout pas... Ils veulent pas recevoir la réalité en pleine tronche. Pour eux, c'est déjà trop violent, tu vois. Et puis, ensuite... il y a d'autres, on peut monter en intensité, il y a la séquestration, ça c'est arrivé, des séquestrations de patrons, etc. Et puis ensuite, il y a la blessure ou le meurtre. Et là, pour moi, on ne parle pas de la même chose. Et je pense que c'est très important de ne pas se laisser enfermer dans l'étiquette violence, parce que, entre le meurtre et faire cramer une poubelle ou bloquer une autoroute, c'est pas la même chose. Voilà. Et je pense que nous, on doit avoir une réflexion sur la violence qui inclut ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et il faut avoir une éthique de la violence. Et moi, mon propos, c'est pas simplement de dire qu'il faut être plus violent. C'est OK, quelle violence, à quel prix, quels effets cette violence aura sur nous et combien de temps on l'utilise et à quelle fin. Tu crois justement qu'à un moment, on réussira à justement lutter contre la violence que le capitalisme nous fait subir ou qu'on subit de la part du capitalisme? Est-ce que, là, on parle de Luigi Mangione, mais on comprend que c'est juste un exemple pour parler de tout ce dont on vient de parler là depuis. Mais... quelle est ta lueur d'espoir à toi? En lisant le livre, j'ai cru l'apercevoir, mais à la fin, je me suis dit, mais est-ce que Nicolas, il y croit encore? Il y a possibilité d'un grand soir, peut-être que moi-même je rêve, mais est-ce qu'il y a quelque chose? On peut y arriver, vraiment? Oui, tu sais que c'est marrant, sur l'expression grand soir, on sort bientôt un article de Clément Sénéchal là-dessus qui retrace l'histoire de ce terme qu'on utilise beaucoup tous. Ouais. Et en fait, ça vient plutôt de la droite réactionnaire et d'extrême droite, qui avait en fait défini ce terme, mais moi aussi, hein, tu vois, je l'ai utilisé tout à l'heure, qui, au début du XXe siècle, a utilisé ce terme pour tourner en ridicule et décrédibiliser les ambitions révolutionnaires. En fait, on nous prête des intentions qu'on n'a pas, c'est-à-dire que aucun révolutionnaire ne dit ça va se faire en un soir et ça va être magnifique. En fait, ce qu'on dit tous, c'est on va enclencher un processus qui va inverser petit à petit ou qui va transformer les rapports de pouvoir. Et ce processus, il peut prendre 1 an, 10 ans, etc. Moi, c'est ce que je crois, c'est qu'il y a des processus à mettre en place pour nous permettre de reprendre le pouvoir. Et j'y crois vraiment. Sinon, j'écrirais pas ce livre. Il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent dans la vie, l'éducation canine, la randonnée. Enfin voilà, je pourrais écrire sur plein d'autres trucs. Si j'écris là-dessus, c'est parce que, oui, j'y crois évidemment, fondamentalement, et je crois même que des signes existent. Et si j'ai appelé le livre Saint-Luigi, c'est évidemment parce que c'est humoristique, mais c'est aussi parce que pour moi, ça va être un personnage de la pop culture qui va participer d'une sorte d'imaginaire. Et cet imaginaire, c'est celui de la révolte. Et j'y crois pour une raison qui nous a été donnée par Françoise Vergès lors d'une conférence qu'on avait organisée avec elle, qui avait dit, en gros, j'y crois parce que chaque matin, je me dis que des gens luttent dans le monde, tout le monde est en lutte. Je veux dire, j'y croirais pas si je constatais que face aux dominations, il n'y avait que de la résignation et un calme oppressant, comme je dis dans le livre. Mais ce n'est pas le cas. Partout, que ce soit dans le pays, que ce soit en Outre-mer, que ce soit dans d'autres pays du monde, il y a de la résistance, donc il y a de la vie et il n'y a pas de résignation. Donc à partir de ce moment-là, tant que des gens continuent de lutter, il n'y a aucune raison de penser que ça va s'inverser. Et autre raison pour laquelle j'y crois, là c'est mon côté, moi j'aime bien lire des livres d'histoire sociale, donc d'histoire des révolutions par exemple, etc. C'est que quand tu regardes toujours ce qui a été dit avant les révolutions, t'avais énormément de gens qui disaient franchement c'est impossible. Ouais. Tu vois, avant la Révolution française, la France c'était une des pires monarchies d'Europe. Il y avait des mouchards à chaque coin de rue, une répression pas possible. Les gens ils avaient d'autres problèmes franchement que d'aller lire les philosophes des Lumières. Ils étaient très peu lus, les gens ils disaient autre chose, etc. Donc je pense qu'un observateur en 1788, il pouvait dire franchement c'est mort. Tu vois Versailles, tu te dis le truc est énorme, comment tu vas mettre fin à ça? Et en fait, c'est arrivé, ce que personne n'envisageait. C'est-à-dire que même les philosophes, même on va dire l'aile la plus radicale dans le monde intellectuel de cette époque-là, ils n'envisageaient pas la fin de la monarchie. Ouais. C'est arrivé parce qu'il y a eu un processus qui s'est mis en place et qui a fait franchir énormément d'étapes à tout un pays. Et évidemment, il y a plein de problèmes dans la Révolution française, et puis c'est clairement pas une victoire du peuple, ça a été beaucoup une victoire de la bourgeoisie. Il n'empêche que ça a été un bouleversement des rapports sociaux.
auquel personne ne pouvait s'attendre. Et ça, tu le vois, je veux dire, dans les luttes anticoloniales, c'est la même chose, tu vois. Tu vois l'Inde qui subissait une répression de la part de l'Empire britannique. Comment tu pouvais imaginer qu'on allait sortir de ça? Voilà, c'est le cas un peu partout, quoi. Tu vois voilà, la lutte en Indochine, au Vietnam, contre l'armée française, qui pensait que l'armée française allait être défaite. Enfin, non, mais c'est vrai. Tu vois, juste. Voilà, moi, c'est ce genre d'exemple que j'essaie de me remémorer. Et puis, je veux dire, on est surpris et il y a des indéterminés dans tout ça. Et cet indéterminé nous aide à penser la possibilité du changement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le plan ultime, mais je sais qu'il y a des moments dans l'histoire, voilà, en une semaine, il se passe beaucoup plus de choses qu'en des années, quoi. Et si ça se trouve, cette semaine, ça va être la semaine prochaine, quoi. Enfin, ouais, peut-être. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Framont, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, le livre Saint-Luigi, je le conseille, honnêtement, je le conseille à tous ceux qui ont envie de regarder en face le capitalisme. C'est accessible, c'est très simple. Il y a des références à la pop culture et il nous raconte un peu de son histoire. Donc moi, je l'achèterais, je le conseillerais et je l'offrirais autour de moi, car je pense que quand on veut comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on a une envie d'une sensibilité de gauche ou qu'on a envie de changement et de révolte, ce livre est toujours un premier pas pour ceux qui commencent et pour ceux qui sont déjà dedans. Ça ne fait que renforcer nos convictions. Donc merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité pour cet échange. Merci. Merci beaucoup et merci à nos chers téléspectateurs. C'était un numéro de On s'autorise à penser et à très bientôt sur le média.